Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Vous êtes déjà très nombreux, merci à vous d'avoir regardé mon récapitulatif un petit peu des jeux à surveiller depuis le Festival international du jeu de Cannes, le FIGE, édition 2023. Il y a plusieurs jeux qui m'avaient fait de l'œil sur le festival que je n'ai pas pu découvrir directement sur place et celui-ci en fait partie. Ce jeu, c'est AOC pour Age of Champagne, un jeu qui est auto-édité par Holden Games derrière trois passionnés, Christophe Fouet, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc. Trois passionnés de grands crus, de champagne et qui nous ont sorti ce jeu plutôt initié qui va combiner plusieurs mécaniques de jeu bien connues. Oui, ça va pas révolutionner le genre et on va voir ça dans les vidéos détaillées. Ça va nous permettre de faire de la pose d'ouvriers, de la pose de petits collaborateurs, 3 pour être exact, avec un système aussi de gestion de ressources à minima et aussi de collection de cartes. C'est un jeu, comme je vous le disais, plutôt initié à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs pour environ 30 minutes par joueur. Ce que j'apprécie le plus dans les jeux de société, c'est quand la thématique rend service à la mécanique et vice versa, quand tout s'imbrique parfaitement pour que toutes les actions qu'on pourrait faire pendant le jeu, pendant la découverte aussi, mais quand on va explorer toujours plus le jeu aussi, tout coule de source, tout est logique et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous présenter ce jeu. Donc je vous laisse vous installer confortablement tout comme moi pour voir avec moi les règles du jeu, mais restez à la fin de cette vidéo, on va voir classé par catégorie, et bien mon avis aussi, et je vous dis à tout de suite, c'est parti. Age of Champagne nous propose d'incarner un jeune chef de cave qui vient d'hériter de l'exploitation viticole familiale. Ainsi, à la tête de notre maison de champagne, on va disposer de 10 manches pour accumuler le plus de points de prestige et ainsi devenir peut-être le chef de cave de la décennie. À chacune des manches, on va décider à quelle tâche on va affecter les collaborateurs de notre maison en vue d'acquérir des vignobles destinés à la production des différents types de raisins, de construire peut-être des pressoirs qui vont servir à accueillir les fruits de notre vendange et d'installer des modules de cuverie pour vinifier et stocker des vins clairs. On devra également établir une stratégie marketing efficace et réaliser les tirages de vins afin d'honorer les contrats d'expédition nationaux, européens, voire même internationaux qu'on aurait signés. Mais attention, dans un monde en constante évolution, notre maison gagnera davantage en prestige si on met un point d'honneur à privilégier des actions éco-responsables au cours de la partie. Petit tour sur la mise en place que je vous propose ici. Donc on a un plateau principal qui est assez grand, qui est juste là, et un plateau personnel qu'on va distribuer à l'ensemble des joueurs. Ici, ce que je vous propose, c'est une configuration pour 3 joueurs avec une variante dite haute tension sur laquelle j'aurais posé ces petits jetons ici qui ne sont pas utilisés donc par un quatrième joueur qui aurait été le bleu et qui vont défiler au fur et à mesure des manches dans le sens horaire pour ainsi bloquer certaines possibilités dans ce jeu de pose d'ouvriers. Car c'est un véritable jeu de pose d'ouvriers que AOC nous propose, avec différents collaborateurs qu'on devra positionner tour à tour sur les différentes actions qui sont présentées ici. Donc ils sont au nombre de 8, sauf celle-ci qui sera obligatoire, mais on pourra donc se positionner sur une de ces possibilités-là, et qu'on va actionner dans l'ordre aussi qui est proposé par le jeu. Tout en haut, ici, on retrouve des cartes vignobles. On va les positionner en fonction du nombre de joueurs. Ainsi, ici, nous sommes 3, donc il y a 3 colonnes que je répartis le plus équitablement possible, en révélant une que j'ai positionnée dans la ligne inférieure, et en révélant donc la première aussi, ce qui donnera donc 6 possibilités de placement à ce niveau-là. Ici, on retrouve une grille d'éco-responsabilité qui va grimper potentiellement au fur et à mesure du jeu, en fonction des actions qu'on ferait, et donc des actions éco-responsables qu'on amènerait à établir et qui nous donneront des points de victoire finaux. Car même si on va progresser le long du jeu sur le tour du plateau principal, il y aura aussi, et c'est défini juste ici, c'est bien inscrit, il y aura aussi des points de prestige. Les points de prestige, les points de victoire, c'est la même chose dans ce jeu, qui seront gagnés en fin de partie selon la collection de cépages que j'aurai réussi à faire, selon les majorités aussi que j'aurais fait par rapport à mes adversaires en fonction des petits cubes qui me resteraient dans ma cuverie ici ou dans mon onothèque, etc. On verra ça tout à l'heure, en plus d'ajouter donc, comme je vous le disais, les points d'éco-responsabilité. Ici, ce sont donc des cartes événements qui sont au nombre de 10 qu'on aura choisi au hasard en début de partie, qu'on va venir mélanger, et c'est ceci qu'on va révéler en début de chacune des 10 manches, et une fois que les 10 manches seront finies, on comptera les points de victoire finaux.
Juste en haut ici, on a positionné des cartes marché, toujours de la même façon. Ainsi, la première colonne, ça déterminera le marché français, ici le marché européen, et tout à droite, le marché international. Plus on exportera loin et plus on marquera peut-être davantage de points, mais aussi notre jeton d'éco-responsabilité, il en pâtira également. N'oubliez pas de mettre juste ici 3 jetons bonus au hasard dans chacune des colonnes et qui sera récupéré par le joueur qui récupérerait donc une carte, qui réaliserait cet objectif-là. On récupérerait le bonus qu'on pourra activer à n'importe quel moment ou peut-être immédiatement selon le bonus qu'il y aurait marqué. Et vous aurez remarqué que sur le côté droit ici, j'ai positionné les autres jetons bonus qui seront gagnés, qui pourront être gagnés selon une certaine configuration de pose de nos collaborateurs dans cette zone-là et qui est symbolisée donc par l'iconographie qui est quand même bien faite dans ce jeu et on va voir ça pendant l'explication des règles détaillées. On a mis de côté les différents cubes que je vous propose ici, donc bleu, noir et jaune, toujours avec plus de prestige, qui thématiquement pourraient être définis par les bleus, les meuniers, les noirs, les pinots noirs et le jaune, le chardonnay, mais qui vont aussi pouvoir servir à être mis en cuverie ici en vin blanc et qui pourront aussi nous permettre d'augmenter notre prestige dans les différents champagnes donc qu'on souhaiterait commercer. Venons-en donc à notre plateau personnel qui est juste ici, avec les différents cépages qu'on pourrait accumuler pendant la partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des couleurs, ça nous propose de savoir, de connaître le nombre de cartes potentiellement dans le jeu, avec l'essentiel des cubes qui pourraient être récupérés en fonction donc de ces cartes-là. Et donc par exemple, on peut voir que les rouges sont les plus communes, qui amèneront davantage de cubes bleus, alors que le vert et le jaune par exemple, ce sont les cartes les plus rares et qui ramèneront essentiellement des cubes jaunes qui sont, on va dire, les plus rares mais aussi les plus prestigieux. Ici, on a notre zone de pressoir, c'est la capacité donc pour presser le raisin qu'on aurait récolté pendant les vendanges. Vous voyez, le jeu est quand même très thématique. Donc par exemple ici, si je restais dans cette configuration-là, je pourrais presser seulement 3 cubes que j'aurais pu récupérer. Où est-ce que je les presse? Dans notre cuverie qui est juste à droite, et donc on pourra accumuler pour l'instant en début de partie seulement 3 petits cubes. On retrouve ici notre cave avec notre Enothèque qui nous permettra donc d'essayer d'amener plus de prestige dans nos bouteilles qu'on vendra plus tard dans la partie, et comme on le voit ici, qu'on pourra exporter, comme je vous disais, en France, en Europe ou à l'étranger. Chaque joueur récupère donc ses 3 collaborateurs, il n'y en a pas en plus dans ce jeu de poste d'ouvrier, et notre jeton principal qui va déterminer l'ordre de tour de jeu. Ce n'est pas un jeu dans lequel on va tourner forcément dans le sens horaire, c'est un jeu où les tours de jeu seront quasi simultanés, mais selon une certaine action, on devra respecter l'ordre qui sera inscrit ici. Justement, comment on va déterminer cet ordre-là? C'est en faisant une phase de draft pour le tout début de la partie. On a ces cartes-ci qu'on va mélanger et on va distribuer l'ensemble de ces cartes au joueur qui va pouvoir donc les regarder et il va en choisir une parmi celles-là. Ces cartes vont déterminer une certaine asymétrie dans le jeu, c'est la seule façon de mettre de la symétrie en début de partie. Et donc je vais en choisir une que je mets de côté, comme dans une phase de draft. Je donne le paquet à mon adversaire de gauche, je vais donc récupérer un autre paquet que je vais regarder, je vais en garder une, etc. Ça, je pense que vous avez compris, jusqu'à avoir 3 cartes en main. Et ces cartes-là vont m'amener 3 choses. La première, c'est peut-être un bonus de départ. Ainsi, ici, ça me permettrait d'avoir un vignoble de départ. Ces vignobles-là, ils sont juste ici, je les ai mis de côté en début de partie. Ce sont des vignobles de la vallée de la Marne et c'est toutes les mêmes. Elles sont représentées par le petit trousseau juste ici, il y en a 4, parce que le nombre maximum de joueurs dans ce jeu, c'est 4. Donc j'en récupère une et je peux la positionner dans mon vignoble. Ensuite, cette deuxième carte, elle me permettra d'augmenter ma capacité de cuverie. Donc je vais récupérer directement ceci, je le positionne là, et ça me demande aussi de positionner 3 cubes bleus directement dans ma cuverie, ce que je vais faire immédiatement. Et la troisième carte, elle va me déterminer une augmentation de ma capacité de pressoir, c'est-à-dire ceci, juste ici, donc je vais augmenter, passer de 3 à 5 en capacité de pressoir, mais aussi directement de mettre un cube bleu dans ma cave. Et c'est ce que je vais faire immédiatement. Les 3 cartes, j'ai réalisé leurs actions principales, mais vous avez vu que tout en bas, il y a différentes étoiles. Et c'est là que l'ordre de jeu va intervenir, c'est-à-dire celui qui a le plus d'étoiles, moi j'en ai 8, disons que c'est moi parmi l'ensemble des joueurs qui ai le plus d'étoiles, je vais avoir donc mon jeton d'ordre de tour que je vais positionner,
sur la case 1 juste ici. Le deuxième joueur avec le plus d'étoiles eh bien, se mettra ici, le troisième joueur, etc. Je pense que vous avez compris. Parce que oui, hein, chacune des cartes va avoir des étoiles différentes, même en fonction de la couleur, hein, ça sera toujours des étoiles différentes. Donc l'ordre de jeu va être déterminé comme ceci. On va donner à chaque joueur cette tuile aussi, qui va nous permettre donc de connaître les capacités de tirage de notre vin. C'est l'action numéro 6 qu'on voit juste ici, et qui nous permettra donc de savoir comment moduler notre jeu, peut-être pour avoir toujours plus d'efficacité dans notre cave. En plus de ça, la tuile nous dit qu'on pourra échanger 2 cubes de notre choix contre le cube de notre choix, mais en perdant un point de prestige, un point de victoire. On y reviendra dans l'explication détaillée de cette action-là. La mise en place est terminée. Comment se déroule une partie? Eh bien, comme je vous le disais dans l'introduction, la partie va se dérouler en 10 manches et chacune d'elles va se décomposer en 5 phases. La première, ça sera de déterminer un nouvel événement. Ensuite, on va affecter nos collaborateurs dans une des zones de notre choix. Ensuite, on va résoudre les actions dans l'ordre comme ceci. Ensuite, on va faire la phase de vendange, c'est-à-dire on récupérera l'ensemble des vins en fonction des cartes qu'on aurait devant nous. Et ensuite, c'est la fin de saison, on va préparer donc une nouvelle saison pour un total de 10 manches. Et donc à l'issue de la 10e manche, le décompte final va décerner le titre de chef de cave de la décennie au joueur qui aura accumulé le plus de points de prestige. Donc la première chose à faire, c'est de voir eh bien, le nouvel événement qui va intervenir pendant la manche à venir. Donc le premier joueur va tout simplement révéler hop, la carte événement et on regarde un petit peu ce qui s'y passe. Et en fonction donc de cette carte-là, il y aura donc différentes choses qui vont arriver. On laisse de côté cette partie-là qui interviendra en automa, c'est marqué là, pour le jeu si vous y jouez en solo. L'ensemble des événements qui pourraient arriver sera inscrit juste ici. Donc là, on voit qu'on est hop, juste ici, subvention. Les maisons de champagne bénéficient d'aide pour développer leurs outils de production. Quand on va faire une action de construire un pressoir ou d'installer une cuverie, c'est-à-dire qu'on interviendrait là ou là en allant sur cette zone-là ou celle-ci, eh bien on gagnera un jeton bonus. Rappelez-vous, c'est le jeton qu'on avait disposé tout à droite juste ici. La deuxième action, c'est l'affectation des collaborateurs, comme on l'a vu, donc chacun notre tour. Les joueurs vont choisir une action sur le plateau principal et on va poser un collaborateur sur un des emplacements libres. Et c'est là que la priorité sera peut-être importante en fonction de où vous voulez vous poser. Car si vous voyez à chaque fois il y aura de la place pour quasiment tout le monde, sachant qu'on pourra mettre plusieurs collaborateurs sur la même zone, sauf sur celle-ci, eh bien il y a des cases avec un certain bonus et donc certaines cases aussi avec un certain malus, comme juste ici, ça nous donnerait, si je me positionne juste ici, disons, ça me fera gagner un point de victoire immédiatement. Si je me mettais juste en bas, ça me donnerait un point d'éco-responsabilité en plus. Et par contre, si je me positionne en dernier sur cette case-là, eh bien, ça me donnerait un point d'éco-responsabilité en malus. Et ça sera essentiellement la même chose sur les différentes cases du plateau. Donc si on répertorie les différentes cases sur lesquelles on pourrait se positionner, donc on a tout en haut ici donc le vignoble, on poserait un collaborateur comme ceci sur un vignoble pour le récupérer tout à l'heure dans la résolution des actions. On a en deux, juste en dessous, ici ça nous permettra d'augmenter notre capacité de pressoir. Juste en dessous, la zone 3, c'est d'augmenter notre cuverie. Ici en 4, ça déterminera notre stratégie marketing. En 5, c'est nos expéditions qu'on pourra faire dans les différents lieux qu'on a vu tout à l'heure. En 6, ce sera le tirage de vin qu'on mettra donc de notre cuverie hop, juste ici vers notre cave. L'emplacement 7, il sera résolu sans positionner de collaborateurs. Ça sera la phase de vendange principalement et la mise en cuverie. Et la dernière qui est juste ici, c'est pour déterminer l'ordre de jeu, c'est le conseil des chefs de cave. Donc une fois que tous les joueurs ont affecté tous leurs collaborateurs sur le plateau principal, on va passer à la phase de résolution des actions. Et donc on va résoudre pas à pas les différentes actions dans l'ordre qui est déterminé donc par le petit chiffre juste dans l'encart de chacune des positions. Et donc on va résoudre les actions dans l'ordre de 1 dans le choix des vignobles jusqu'à la phase 8, le conseil des chefs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que l'action sera résolue, le joueur va récupérer son collaborateur et ensuite appliquer l'effet de placement, comme on l'a vu, de gagner ou de perdre certains points de prestige ou des points d'éco-responsabilité. La première action, c'est celle d'acquérir un vignoble, celle qui est tout en haut à gauche. Ça nous permettra donc d'ajouter une ou plusieurs cartes vignobles à notre domaine en fonction du nombre de collaborateurs qu'on aurait positionnés sur ces cartes. Ces cartes vont déterminer le type, mais aussi la quantité de raisin qui sera récoltée pendant la vendange. Ici, disons que je m'étais positionné juste
une seule fois. Donc je vais récupérer, hop, je récupère mon collaborateur, il n'y a pas d'action bonus. Je récupère cette carte-là, c'est une carte violette et pendant la phase de vendange me permettra de récupérer 2 cubes noirs. Je la positionne juste ici. Et c'est là aussi que le jeu est intéressant, c'est que tout le monde va pouvoir jouer en simultané, sauf sur l'action 5 ici d'exportation. Là, il faudra le résoudre dans un certain ordre, car ça sera la phase de récupération des points de victoire essentiellement. Mais sinon, voilà, toutes les autres phases qu'on va voir là, on pourra tous les résoudre en même temps. Parfois, sur certaines cartes, il y aura même un petit bonus, comme ici, un bonus plus 1 en éco-responsabilité, mais des fois, hein, comme vous le voyez ici, il n'y en aura pas. Comme on le voit juste ici aussi, il y a certaines cartes, elles sont assez rares, hein, qui sont des bonus, et donc vous pourrez l'attribuer, mais vous ne pourrez pas le changer, attention, vous pourrez l'attribuer à n'importe quel vignoble de votre choix, ce qui va être important peut-être pour vos collections ou pour vos majorités. La deuxième action, c'est de construire un pressoir, ce qui va nous permettre de faire évoluer notre niveau de pressoir en déterminant la quantité de raisins vendangés qui sera donc transformée en cuverie. Donc si je m'étais positionné ici, comme c'est le cas, je récupère mon petit collaborateur, je gagne un point de prestige immédiatement et je vais pouvoir, encore une fois, augmenter ma capacité de pressoir, tout simplement. Sachant que si j'arrive au niveau 14, eh bien je récupère un jeton bonus juste ici et à chaque fois que j'augmenterai après le niveau 17, eh bien je gagnerai à chaque fois un point de prestige. La troisième action, hop, juste là, c'est l'installation d'une cuverie, ce qui nous permettra tout simplement d'installer une nouvelle cuverie afin de stocker un plus grand nombre de vins clairs qui seront ensuite tirés, hop, pour créer nos cuvées. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, je récupérerai ceci si je l'avais fait, je le positionne ici, sachant que je commence par l'âge 1, je ne gagnerai pas de bonus particulièrement. Par contre, si je me positionne ici, une fois que j'aurai dépassé donc 4 petits modules comme ceci, à chaque fois que j'en positionnerai un supplémentaire, comme c'est marqué là, je gagnerai un point d'éco-responsabilité bonus. La quatrième chose, et pas des moindres, c'est la stratégie marketing en 4, et là c'est un tout petit peu particulier, car elle nous permet en 2 temps de déplacer des vins de notre cave, ici, vers une autre grille de stratégie marketing ou vers notre œnothèque. C'est-à-dire l'œnothèque c'est là, ou la stratégie marketing, hop là, c'est juste ici. Cette grille est organisée par type de vin, en tradition brute en bleu, en blanc de noir en noir et en blanc de blanc en jaune. Et ça va nous permettre peut-être d'accumuler, de nous octroyer des points de bonus de prestige à chaque fois qu'on arriverait à vendre nos champagnes. Donc disons que je m'étais positionné sur cette position-là. La première chose que je vais faire, c'est si j'étais à gauche, je vais déplacer mon collaborateur à droite. Je ne vais pas pouvoir le récupérer. Donc oui, ça me fait perdre un collaborateur de jeu pour la manche à venir. Mais ça nous permettra surtout de choisir jusqu'à 3 cuvées dans notre cave pour les transférer, hop, ici, dans notre œnothèque. Ici, j'en avais qu'un, donc je pourrais en mettre qu'un seul. Logique. Mais n'oubliez pas, on pourra en mettre toujours maximum 3. Pourquoi? Car disons que la manche d'après se finit, on va résoudre donc les actions. Là, cette fois-ci, mon collaborateur est dans la partie de droite. Là, je peux le récupérer, pas de problème. Et l'ensemble des cubes qu'il y avait ici, je vais pouvoir les transférer dans la colonne de vin adéquate. Ici, j'avais que du bleu. Je le mets ici dans mon tradition brute. Et ça va déterminer donc la valeur supplémentaire de l'ensemble de mes ventes pendant toute la partie. Ici, les bleus, c'est les plus communs, ça ne me donnera pas de points de bonus. Mais vous voyez que si j'arrive à mettre le moindre cube jaune ici, ça me donnera à chaque fois plus 2 à chaque fois que je vendrai une bouteille jaune. Donc à vous de voir hein, les cuvées que vous voulez mettre ici, dans notre œnothèque, pour ensuite les mettre dans cette partie-là pour augmenter votre prestige d'une certaine façon. On en vient justement à la phase 5, la 5e action, l'expédition vers les marchés, qui nous permettra d'honorer les commandes de cartes marché pour vendre les cuvées de notre cave en France, en Europe, ou à l'international. Et pour ceci, je vais disposer des jetons un petit peu au hasard pour mieux vous expliquer. Voilà, c'est fait. Et ici, attention, il y a un ordre bien précis, comme je vous le disais. On ne jouera pas en simultané, ça sera déterminé dans l'ordre ici, mais aussi en fonction s'il y a quelqu'un qui s'était mis sur cette case-là, avec le petit doigt levé, ça sera lui qui aura la priorité. Et le placement dans les cases ici va avoir aussi une importance, car si je me suis mis dans une des cases d'en haut, eh bien je pourrais récupérer un contrat maximum 1, comme c'est marqué ici, parmi les 6 présents ici. Disons que voilà, si je m'étais mis là, hop là, c'est moi qui joue en premier, et donc je vais pouvoir choisir un des objectifs, et qui me demande donc de me défausser dans ma cave de un bleu, 2 noirs et un jaune, ce que j'ai
hop, justement positionné tout à l'heure. Donc ça, je m'en défausse, je le mets de côté. Et donc, ça me permettra d'exporter en bateau vers le Venezuela, c'est à l'international. Mon impact d'éco-responsabilité n'est pas touché, je ne me mets pas de malus ni de bonus et je marquerai 8 points. En fait, c'est marqué tout en haut ici, on ne le voit pas forcément, mais c'est 1 point par cube bleu, 2 points par cube noir et 3 points par cube jaune. Ceci, je peux le défausser, j'en aurai plus l'utilité. Et je vais donc déplacer mon marqueur de points ici du nombre de points que j'aurai gagné. Sachant que, si je m'étais positionné sur la case juste à côté aussi, j'aurais pu faire exactement la même action, mais en me permettant de me délester d'un cube de mon choix. Mais attention, si je n'utilise donc pas un cube de mon choix, ça va aussi m'enlever les cubes, les points que le cube me donnerait. C'est-à-dire que là, j'aurais pu dire, ben, j'ai pas assez de jaune, je vais juste utiliser un bleu et de noir et pas de jaune. Et bien comme je vous l'ai dit, ça ne me donnera pas 8 points, mais 1 point plus 2, ça me donnera 5 points seulement. Et à ceci, on va y ajouter, n'oubliez pas, les points bonus en fonction de notre capacité de prestige, juste ici, de notre stratégie marketing. Voilà, c'est comme ça qu'on va essayer d'accumuler toujours plus de points. Si je vous ai dit qu'il y avait une particularité à se positionner en haut, c'est qu'il y a aussi une particularité à se positionner en bas. Donc certes, oui, ça me donnera un point de victoire, un point de prestige, voire un point d'éco-responsabilité si je me mets ici. Mais surtout, je pourrais faire 2 contrats au maximum, mais cette fois-ci uniquement sur la partie inférieure. Donc à vous de voir, en fonction de votre stratégie et des possibilités aussi de vente, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire. Disons dans cet exemple, voilà, j'ai remis mes petits cubes, je peux m'acheter donc deux contrats, je vais prendre par exemple celui-ci, voilà, je vais aller en Espagne, très bien, donc je me défausse d'un cube bleu et de 2 cubes noirs juste ici, et ça me donnera donc 5 points de victoire et pas d'impact éco-responsabilité. Très bien, je pourrais peut-être m'acheter une autre carte, là c'était pas forcément le cas, et qu'est-ce que je vais faire immédiatement? Eh bien je vais mettre cette carte qu'il y avait dans les objectifs de marché prévisionnels dans la file active pour potentiellement un autre joueur en fonction de l'ordre de tour. Et on n'oublie pas, comme j'ai récupéré une carte dans la file active, je récupère un jeton bonus. Lui, il me donne 2 points de victoire immédiatement, mais il y aura donc différents jetons bonus qui nous permettront de se positionner gratuitement à tel ou tel endroit, comme un 4e ouvrier, on va dire, ou peut-être même de réserver une carte en particulier, de positionner, hop, ici, tu ne pourras pas l'acheter pour ton prochain tour, voilà, de réserver certaines petites choses, et ça va mettre un peu plus de fun dans vos parties, un peu plus d'aléatoire aussi. La 6e action ici, c'est le tirage des vins qui va nous permettre de transformer les vins clairs qu'on aurait stockés ici dans notre cuverie en cuvée, c'est-à-dire là, stockés dans notre cave en respectant les règles d'assemblage qu'on a vues juste ici pour nous permettre de profiter de ces actions-là pour aller tenter notre stratégie marketing ou majorer nos expéditions. Donc en fonction de notre cuverie, eh bien là j'ai 3 cubes bleus, la seule chose que je peux faire c'est celle-ci qui me demanderait donc pour faire un tradition brute d'avoir un cube bleu puis un cube de mon choix. Donc je prends les 3 cubes, je les défausse, j'en garde un et que je vais mettre ici dans ma cave. Et j'aurais pu faire la même chose avec les différents cubes en fonction de ce que j'aurais pu accumuler. Et n'oubliez pas qu'on pourra inverser 2 cubes de notre choix contre le cube qu'on souhaiterait au détriment d'un point de victoire. La phase 7, juste là, pas besoin de placer d'ouvriers comme je vous le disais, c'est la phase des vendanges. Cette phase est collégiale et systématique. Chaque joueur va récolter l'ensemble des raisins de nos vignobles qui seraient placés au-dessus de mon plateau personnel. Donc ici, je récupérerai 3 cubes bleus, 2 cubes noirs, qu'ensuite je pourrai presser selon ma capacité de pressoir. Ici, j'en récupère 5, je peux en presser maximum 8, donc c'est parfait. Et donc ces 5 petits cubes-là, je vais pouvoir les positionner directement dans ma cuverie. Et la dernière action, c'est celle-ci. Je n'ai pas positionné de collaborateur ici. C'est le conseil des chefs de cave et ce qui va permettre de changer peut-être l'ordre de tour. Disons que le joueur vert, parmi ses collaborateurs, il en avait placé un juste ici. Hop. Et donc quand on arrive à cette phase-là, il va prendre son marqueur, décaler tout le reste et se positionner ici et ça lui permettra donc d'intervenir peut-être prioritairement pour certaines actions. La fin de saison est déclenchée, donc on a déterminé peut-être le changement d'ordre de tour. On va renouveler les cartes vignobles qui étaient juste ici, c'est-à-dire dans la file active, on va défausser toutes ces cartes-là et on va les placer, celles qui étaient au-dessus, juste en bas. Les cartes marché, elles, restent en place. On va peut-être juste révéler différentes actions marché
prévisionnel pour peut-être permettre à votre stratégie d'être la plus fructueuse possible dans les tours à venir. Car une fois que la 10e manche donc est terminée, après la 10e vendange, les points de prestige gagnés pendant la partie, comme je vous le disais, vont être complétés par différentes choses ici. C'est-à-dire qu'on gagnera 5 points par ligne de vignobles différents, ce qui va donner des points à la diversité, on va dire. On gagnera 4 points si nous sommes majoritaires dans un des vignobles en particulier, ce qui sera cumulatif. Ensuite, ce qu'on aurait gardé en stock et qu'on n'aurait pas réussi à écouler, ça nous donnera quand même quelques petits points supplémentaires, c'est-à-dire qu'on gagnera 1 point tous les 6 cubes qu'on aurait dans notre cuverie, et on pourra également gagner 4 points tous les 3 cubes qu'on aurait stockés encore dans notre cave. On va ajouter à ceci les points d'éco-responsabilité, voire peut-être des malus. Et celui qui aura le plus de points de prestige sera désigné le chef de cave de la décennie. Et en cas d'égalité, c'est plutôt bien fait, c'est le joueur qui aura eu le meilleur bilan d'éco-responsabilité qui sera déclaré vainqueur. Et en cas, c'est rare, ça nous est jamais arrivé, en cas de nouvelle égalité, la position au conseil des chefs de cave juste ici, donc attention, déterminera le vainqueur. Après avoir vu les règles détaillées, maintenant voyons un petit peu mon ressenti, mon avis après plusieurs parties. Et on va commencer sur le plan mécanique. Je vous l'avais dit dans l'introduction, c'est pas quelque chose, AOC c'est pas un jeu qui va révolutionner le genre. La pose d'ouvrier elle est plutôt simple. Le jeu, même si il se définit plutôt initié, il se veut quand même plutôt accessible. Et en ce sens, on a toujours 3 petits ouvriers, comme on a vu, ça s'appelle des collaborateurs. Il n'y en aura pas en plus peut-être à générer, à trouver ou à prendre la priorité pour avoir d'autres possibilités de placement. Non, ça on le retrouve pas. Après, on a toutes les sensations d'un jeu de pose d'ouvrier, mais sans vraiment avoir de frustration et de contraintes. Même si, si on veut se placer sur une zone en particulier, vous l'avez vu, on pourrait, si on tarde en tout cas à se positionner dessus, on pourrait avoir quelques petits malus, mais ça pourrait faire quand même la différence. À la fin, des fois, les scorings se jouent à 5-10 points, et donc de perdre 1 point de prestige, 1 point de victoire à un certain moment de la partie, et voire de descendre un petit peu au niveau de l'éco-responsabilité, ça pourrait quand même vous pénaliser un tout petit peu. Donc oui, on le voit aussi, il y a une certaine priorité à programmer dans sa tête par rapport à sa stratégie pour ce petit placement-là. Toujours est-il en plus qu'on pourra gagner quelques petits points par-ci par-là, et donc aussi de se positionner peut-être dans un certain ordre en allant tout à la droite, vous souvenez-vous du plateau sur la case numéro 8, pour essayer au niveau de la priorité de placement de se positionner là-dessus. Ça peut avoir son petit effet, ça peut avoir son petit retournement de situation aussi, pour pouvoir être prioritaire dans le choix notamment des cartes d'exportation, quand on voudra peut-être compléter une carte en particulier, voire peut-être en faire plusieurs si on se positionne tout en bas comme on l'a vu dans la piste adéquate. Donc voilà, c'est pas au niveau mécanique, c'est quelque chose qui marche très bien. L'ajout en plus de points supplémentaires en fin de partie vis-à-vis de collections pour favoriser la diversité mais aussi de majorité, ça amène son petit truc. Voilà. Et ce qu'on n'aura pas réussi à compléter dans nos cuvées, dans nos vins, etc. Voilà, les petits cubes qui nous resteraient, ça pourrait nous faire glaner quelques points, et ça non plus c'est pas négligeable, donc il n'y a pas trop de frustration, on va pouvoir grappiller des points un petit peu partout. Donc ouais, au niveau mécanique, c'est du déjà vu, c'est simple, mais on peut pas le nier, c'est quand même super efficace. Parlons maintenant de la grande force du jeu, c'est ça, thématique. Oui, c'est une thématique qu'on ne retrouve pas énormément. Vous êtes très nombreux à réagir, notamment sur les réseaux. Oui, on le retrouve dans viticulture. Là, ici, c'est parfaitement exploité, comme je vous le disais, c'est la grande force du jeu, et surtout que tout va s'imbriquer. Il faut quand même quelques tours de jeu, peut-être 2 ou 3 tours de tablé pour s'approprier un petit peu le champ lexical et le langage autour du champagne, autour des vignobles, des cuvées, des caves, de l'œnothèque, etc. C'est pas quelque chose que moi et nous à la maison on avait l'habitude d'utiliser. Donc c'est vrai que quand on va expliquer le jeu, ça peut être un petit peu effrayant, on peut avoir un certain effet de recul avec la complexité du langage qui est utilisé, mais au final, en 2-3 tours de jeu, on oublie un petit peu tout ça aussi, on
parle plus trop de tradition, de brut, de chardonnay, de tout ça. On va plutôt parler voilà, de cube jaune, de cube bleu, de cube noir. Peut-être qu'on peut oublier la thématique, mais quand on veut réaliser les actions et comprendre l'ordre dans lequel on va devoir les réaliser, parce qu'il y a quand même ce petit twist de se dire on ne peut pas tout faire dans l'ordre, on ne va pas pouvoir utiliser directement de nos vendanges jusqu'à l'exploitation et l'exportation. Non, il va falloir attendre aussi une année en fait supplémentaire, donc une manche supplémentaire pour pouvoir profiter de la mise en bouteille, le laisser peut-être maturer aussi avant de l'exporter. Donc au niveau thématique, c'est quand même quelque chose qui est super appréciable. C'est la grande force de AOC qui sublime sa mécanique avec sa thématique. C'est quelque chose qui me plaît énormément dans les jeux de société. Et là, on peut que dire bravo pour ce travail d'édition. C'est parfait. Parlons illustration et graphisme général. Oui, la boîte, une des boîtes noires, je sais pas si ça rend honneur au jeu. Et alors là, moi je trouve que c'est plutôt sobre, c'est très élégant. Le plateau qui est plutôt grand quand même, il est assez fourni, mais tout est bien segmenté, donc on s'y retrouve très facilement avec un petit effet graphique en style ardoise qui rend, je trouve, honneur au jeu, avec quelques petites pointes de couleurs qui subliment un petit peu tout ça et qui va attirer forcément la rétine aussi sur ces éléments-là pour qu'on puisse mieux se repérer. Ça nous a pas du tout choqué, au contraire, autour de la table, aux gens à qui on a pu le présenter. C'est quelque chose d'élégant, c'est vraiment ce qui est ressorti dans leur bouche, c'est les mots qu'ils ont utilisés. Ça reste sobre, comme je vous le disais, et encore une fois, thématiquement, c'est quand même quelque chose de plutôt classe. Le champagne, on le sort pour les grandes occasions en général. Et bien voilà, là aussi, c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans cette thématique-là. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait. Au niveau icono, au niveau pictographie, là aussi, j'ai pas grand chose à dire, ça reste très lisible. Quand on va gagner des points de victoire, des points de prestige, des points d'éco-responsabilité, quand on va les perdre, ça sera rouge, quand ça sera du gain, ça sera vert. Donc ça, il n'y a pas erreur. Les jetons bonus, ça reste assez simple parfois pour comprendre ce que ça va nous amener. Le petit éclair pour des effets immédiats, ou quand il n'y en a pas, ça veut dire qu'on pourra l'utiliser à n'importe quel moment pendant la partie. Ça aussi, c'est plutôt classique. Même si il y a quand même quelques jetons et aussi quelques cartes événements, on ne comprend pas forcément. Et c'est là qu'on va retourner le guide, les règles du jeu, hop, pour regarder un petit peu tout le lexique qu'on peut retrouver là-dessus. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit encart quelque part, ou juste sur le dos des règles de jeu où on a tout qui serait détaillé. Il va falloir peut-être un petit peu chercher, rien de bien dérangeant, mais c'est vrai qu'avoir un petit récapitulatif de toute l'iconographie, c'est quand même quelque chose qu'on apprécie, même si, vous l'avez vu, on nous fournit une tuile par joueur par rapport au mélange qu'on pourrait faire pour nos créations de champagne. Voilà, c'est quelque chose qui, je tenais à le souligner, même si c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire et on s'en sort quand même, je vous le rassure. Au niveau de l'ergonomie générale du jeu, que ce soit les règles du jeu, franchement elles sont super bien écrites, il y a une super belle présentation pour s'imprégner un petit peu de cette thématique atypique, avec tout pour nous faire rentrer un petit peu dans la peau de quelqu'un qui veut s'en sortir dans ce monde de compétition un petit peu et d'exportation de nos plus grands crus. C'est super bien fichu, c'est vraiment très bien catégorisé dans les règles de jeu avec tout ce qu'il faut, franchement, pour s'y retrouver. En tant que joueur un petit peu connaisseur, eh bien c'est vrai que les règles, honnêtement, en 10-15 minutes, vous allez facilement les lire, et puis les présentations pour vos amis aussi, je pense qu'en un gros quart d'heure, vous aurez fait l'essentiel de tout ça. La mise en place prend une petite dizaine de minutes pour placer les différentes cartes, distribuer les jetons à tous les joueurs, mais sinon rien de très 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 compliqué. Le petit bémol, quand même, dans une boîte qui est aussi jolie, il n'y a pas de rangement, il y a plein de sachets plastiques, c'est sûr qu'il y a un sachet plastique pour chaque catégorie d'éléments, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand un jeu va aussi nous parler d'éco-responsabilité, qu'on arrive avec quelque chose, voilà, c'est vrai qu'un thermoformage, moi c'est quelque chose que j'apprécie toujours énormément, ça facilite grandement l'installation et le plaisir aussi de jeu, l'effet waouh quand on va ouvrir la boîte ou qu'on va le présenter à nos amis, ça donne un peu plus envie de se lancer dedans que de tout dépioter, de tout enlever des sachets plastiques, voilà. Je sais que ça a un coût aussi financier, le jeu, il a quand même son petit coût aussi, donc j'imagine que ça aurait encore plus augmenté son prix d'achat pour nous, joueurs en boutique, donc je peux comprendre, mais voilà, c'est aussi encore
un petit bémol, toujours avec des points positifs, mais aussi quelques points négatifs sur lesquels je souhaitais revenir. Et quel est mon avis sur les sensations de jeu général et sur le gameplay? Eh bien, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris. La thématique, c'est pas quelque chose qui m'attire de prime abord. Et puis finalement, en lisant rien que les règles, je fais ah ouais, ça va marcher, c'est sûr et certain. Un bon jeu initié, plutôt accessible, où je pourrais le présenter aussi au plus grand nombre sans leur prendre forcément la tête. Une fois que le langage a été un petit peu maîtrisé, et c'est vraiment ça qu'on a ressenti autour de la table, donc d'excellentes sensations, même si, voilà, il manque peut-être le côté frustration qu'il pourrait avoir dans ce genre de jeu. On attend peut-être un petit peu plus d'interaction aussi, pour essayer de se bloquer, tiens, je t'ai pris ta place, etc. Ici, il y aura souvent de la place, même toujours, hein, il y aura toujours une place pour tout le monde, avec quelques conséquences de bonus ou de malus comme on l'avait vu. Le tout reste très fluide, hein, par l'accumulation et la succession de la réalisation des différentes actions, donc tout le monde va pouvoir jouer en simultané, sauf à la phase d'exportation, où là il y aura un ordre de priorité comme on l'avait vu, mais ça aussi ça permet de rendre le jeu fluide et pas si long que ça, honnêtement, à 3, en 1 heure, un petit peu plus, hein, on a réussi à faire quand même quelques parties plutôt fluides et rapides. C'est là aussi que le jeu peut-être ne se renouvelle pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un jeu de société dit initié, c'est que les stratégies, la façon de jouer, finalement, c'est quasiment un petit peu toujours la même. Même si le jeu a apporté son petit lot d'asymétrie, notamment par le draft de départ et de notre plateau personnel qu'on va pouvoir avoir, en fonction de nos raisins qu'on a dès le départ, de notre cuverie qu'on va pouvoir améliorer, etc. Hein, voilà, je vous laisserai y retourner si vous vous souvenez plus trop de ça. Mais voilà, ça va mettre un petit peu d'asymétrie en début de jeu. Et ensuite, les événements aussi, hein, qui vont apparaître, ça c'est assez classique aussi dans le jeu de société maintenant, ces petits événements aléatoires qui vont mettre voilà, un peu plus de fun, hein, je trouve, dans ce jeu qui pourrait peut-être en manquer derrière cette sobriété. Il y a une quinzaine, je crois, de cartes événements, sachant qu'il n'y en a que 10 qui feront aussi office de compteur de manches. Voilà, ça met un peu plus de renouveau dans le jeu sans être forcément extrêmement rejouable, et c'est pas comme ça que je vais prendre AOC dans ma ludothèque, c'est plutôt voilà, une soirée un peu chic, quelque chose d'un peu plus posé, on ne veut pas trop se prendre la tête, et bien peut-être que oui, c'est ce genre de jeu que j'aimerais présenter à mes amis pour leur faire découvrir que aussi le jeu de société, c'est pas que des monstres, c'est pas que des trucs médiévaux, etc., pas que de la fantaisie, ça peut être aussi des choses très ancrées dans le terroir français. À quand un jeu, je sais pas, sur la saucisse ou le pâté, voilà, là on a un jeu sur le champagne, et ça fait quand même du bien. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter celle-ci, c'est un jeu, un petit coup de cœur hein, quand même de ce début d'année aussi, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir hein, avec les likes, les partages, les commentaires, et n'oubliez pas d'aller vous abonner pour être au courant, d'ailleurs en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne très régulièrement. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste ici à mes côtés pour aller voir ce que je vous ai proposé dernièrement sur la chaîne. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!